Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu la domestication, la collection, la valorisation de la diversité des ressources phytogénétiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la conservation des ressources phytogénétiques. Les ressources phytogénétiques ont fait systématiquement l'objet de collectes et d'échanges pendant des centaines d'années. La conservation est centrée expressément sur le maintien de la diversité de toute la gamme de variations génétiques pour une espèce ou un taxon particulier. Les ressources phytogénétiques peuvent être conservées à la fois in situ et ex situ. La FAO joue un rôle de premier plan dans le renforcement de la conservation des ressources phytogénétiques par le biais d'assistance aux politiques, de soutien technique et de sensibilisation. En collaboration avec des partenaires internationaux, régionaux et nationaux, la FAO a créé en 2004 le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, dans le but de garantir la conservation et la disponibilité de la diversité agricole pour la sécurité alimentaire à l'échelle planétaire. La conservation a pour objectif d'assurer l'adaptabilité dans l'avenir des cultivars et des populations sauvages, de préserver les traits caractéristiques qui garantissent une agriculture durable, de promouvoir l'utilisation des ressources génétiques dans le commerce et la biotechnologie, et de conserver la diversité génétique pour des raisons culturelles. La conservation ex situ désigne la conservation des composantes de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel. Les principales infrastructures de stockage de ces techniques de conservation sont les banques de gènes. Des millions d'échantillons sont maintenant stockés dans des centaines de banques de gènes partout dans le monde à des fins de conservation et d'utilisation. La conservation ex situ des ressources génétiques repose sur différentes techniques qui vont de la conservation en banque de semences à la multiplication in vitro et à la cryoconservation. La conservation in situ désigne le maintien de la reconstitution de populations d'espèces viables dans leur milieu naturel. Et dans le cas des espèces végétales cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs. Des approches communes adoptées pour la conservation in situ sont la conservation de la réserve génétique et la conservation à la ferme. Donc, commençons par la conservation ex situ. Parmi les plantes alimentaires majeures, de nombreuses espèces végétales produisent des semences qui présentent une phase de déshydratation importante en fin de maturation. Elles sont donc tolérantes à une déshydratation intense et peuvent être conservées à basse température à l'état déshydraté. Les semences de ces espèces sont nommées orthodoxes. Le stockage des semences orthodoxes est la méthode la plus largement utilisée de conservation ex situ des ressources phytogénétiques. Donc, puisque 90% de plus de 6,1 millions d'accessions stockées dans les banques de gènes sont conservées sous la forme de semences. Toutes les espèces à multiplication par semence sont conservées à moins 18 degrés dans des sachets en aluminium plastifiés, en boîte ou enveloppe, et scellés hermétiquement. De cette manière, la plupart des espèces se conservent sans problème pendant au moins 50 ans. Pour les semences récalcitrantes, donc par opposition aux semences orthodoxes, un nombre considérable d'espèces, principalement d'origine tropicale ou subtropicale, telles que le cocotier, ou de très nombreux arbres fruitiers ou forestiers, produisent des semences qui ont une phase de déshydratation très légère en fin de maturation et qui sont donc disséminées à des teneurs en eau relativement élevées.
De telles semences ne peuvent résister à la déshydratation et sont souvent sensibles au froid. Ces semences doivent être conservées dans des conditions d'humidité et de température relativement élevées pour maintenir leur viabilité. Même lorsqu'elles sont stockées dans des conditions optimales, leur viabilité est limitée à quelques semaines ou mois. Passons maintenant aux plantes qui ne produisent pas de semences. Il existe d'autres espèces dont la conservation sous forme de semences pose des problèmes. Tout d'abord, ce sont les espèces qui ne produisent pas de semences et qui sont par conséquent propagées de manière végétative telle que le bananier. Des espèces comme la pomme de terre ou d'autres racines et tubercules, le manioc, la patate douce et la canne à sucre ont soit des génotypes stériles, soit des génotypes qui produisent des semences orthodoxes. Ces semences sont hautement hétérozygotes. Elles sont donc d'une utilité limitée pour la conservation de génotypes particuliers. Ces plantes sont généralement propagées de manière végétative pour maintenir les génotypes sous la forme de clones. La méthode de conservation de ces espèces, dont la conservation ex situ traditionnelle, pose des problèmes, et la conservation sous forme de collection en champ, c'est-à-dire la conservation in situ est la solution. Cependant, cette méthode, si elle offre des avantages certains, présente des inconvénients qui limitent son efficacité et menacent sa sécurité. Donc, parmi ces inconvénients, les ressources génétiques de ces espèces sont exposées aux ravageurs, aux maladies, aux calamités naturelles comme la sécheresse ou les ouragans, aux erreurs humaines et au vandalisme. Encore, les collections en champ sont coûteuses à maintenir et par conséquent, elles sont à la merci des décisions économiques qui peuvent limiter le niveau de réplication des accessions, la qualité de leur entretien et même leur survie en cas de difficultés économiques. Même dans les meilleures conditions, les collections en champ nécessitent des intrants considérables, sous forme de terrain, main-d'œuvre, gestion et matériel. De plus, leur capacité à conserver une quantité importante de diversité est limitée. Depuis 1970, pour la conservation des ressources génétiques des matériels qui posent des problèmes, l'attention s'est tournée vers les possibilités offertes par les biotechnologies et de manière plus spécifique par la culture in vitro et la cryoconservation. Donc, concernant la culture in vitro, la miniaturisation des explants permet de réduire l'espace nécessaire pour la conservation et par conséquent de réduire les coûts de main-d'œuvre pour l'entretien des collections de matériel génétique. Les techniques de culture de tissus sont d'un grand intérêt pour la collecte, la multiplication et la conservation du matériel génétique. Les systèmes de culture de tissus permettent de propager le matériel végétal avec des taux de multiplication élevés dans un environnement aseptique. Différentes techniques de conservation in vitro sont utilisées selon la durée de stockage recherchée. Pour le stockage à court et moyen terme, 15 à 25 ans, on utilise les techniques de conservation en croissance ralentie. Pour la cryoconservation à long terme, pour la conservation à long terme, la cryoconservation, c'est-à-dire le stockage à température ultra basse, généralement celle de l'azote liquide, est la seule méthode utilisable. Concernant les collectes in vitro, la collecte de matériel génétique d'espèces à semences récalcitrantes ou à multiplication végétative peut poser différents problèmes qui peuvent conduire à la perte du matériel collecté à cause de sa détérioration, de sa contamination ou de sa viabilité réduite. Ces problèmes peuvent être surmontés si l'on réalise que la semence n'est pas le seul matériel qui peut être collecté. Les embryons zygotiques
ou les tissus végétatifs, comme des fragments de tige, du bourgeon ou des apex, peuvent être prélevés, transportés et cultivés avec succès s'ils sont placés dans les conditions adéquates. Depuis 1984, des techniques de collecte in vitro ont été développées pour différents matériels, tels que les embryons de cocotiers, d'avocatiers, d'agrumes, etc., et des organes végétatifs de bananiers, de caféiers, de vignes, de cotonniers et de diverses espèces fourragères. Donc, passons maintenant à la conservation in vitro à court et moyen terme, c'est-à-dire la conservation en croissance ralentie. Pour la croissance en vie ralentie, la technique la plus largement utilisée est la réduction de la température qui peut être combinée à une diminution de l'intensité lumineuse ou avec une culture à l'obscurité. Des températures de l'ordre de 0 à 5 degrés sont employées pour les espèces tolérantes au froid. Les espèces tropicales sont souvent sensibles au froid et doivent être conservées à des températures plus élevées qui dépendent de leur sensibilité au froid. Les techniques de stockage in vitro en croissance ralentie sont utilisées en routine pour la conservation à moyen terme de nombreuses espèces, à la fois d'origine tropicale et tempérée. Donc, cependant, si la conservation in vitro semble une option simple et pratique pour la conservation à moyen terme de nombreuses espèces, des questions se posent quant à la stabilité génétique du matériel stocké pour certaines espèces. Donc, passons maintenant à la conservation in vitro à long terme par la cryoconservation. À la température de l'azote liquide, toutes les divisions cellulaires sont stoppées et le métabolisme arrêté. Le matériel végétal peut ainsi être conservé sans altération ni modification pendant des durées théoriquement illimitées. De plus, les cultures sont stockées dans un volume réduit, à l'abri des contaminations et avec un entretien limité. Il est important de réaliser ici que la cryoconservation est la seule technique disponible à l'heure actuelle permettant la conservation économique en sécurité des ressources génétiques du matériel végétal dont la conservation pose des problèmes. Certains matériels comme les semences orthodoxes ou les bourgeons dormants présentent des processus naturels de déshydratation. Ils peuvent être cryoconservés sans aucun pré-traitement. Cependant, la plupart des systèmes expérimentaux employés en cryoconservation, bourgeons, embryons, suspension au cale, contiennent des quantités d'eau intracellulaire élevées et sont donc extrêmement sensibles à la congélation. Les cellules doivent donc être déshydratées artificiellement pour les protéger des dégâts causés par la cristallisation de l'eau intracellulaire pour former de la glace. Ici, nous avons deux types de cryoconservation, classique et nouvelle. Pour la cryoconservation classique, donc les techniques sont fondées sur la déshydratation pendant la congélation. Elles ont été appliquées avec succès aux systèmes indifférenciés, tels que les suspensions cellulaires glycales. Dans le cas des cultures différenciées, ces techniques peuvent être employées seulement pour la congélation d'apex d'espèces tolérantes au froid. Pour les nouvelles techniques, la vitrification, ici pour de nombreuses espèces végétales d'origine tropicale et tempérée, les procédures fondées sur la vitrification, qui peut être définie comme la transition de l'eau directement de la phase liquide en une phase amorphe ou vert, en évitant la formation de glace cristalline dommageable pour l'intégrité cellulaire. Donc, ces procédures offrent des avantages pratiques par rapport aux techniques classiques. Elles sont plus appropriées aux organes complexes
tels que les bourgeons ou les embryons qui ont une structure histologique hétérogène. Dans les procédures fondées sur la vitrification, la déshydratation cellulaire est réalisée avant la congélation en exposant les échantillons à des solutions cryoprotectrices extrêmement concentrées ou à la dessiccation physique. La déshydratation est suivie par la congélation. Avec ces techniques, tous les problèmes liés à la formation de glace intracellulaire sont évités. La cryoconservation est employée à grande échelle avec différents types de matériel tolérants ou non à la dessiccation. Ces matériels comprennent des semences d'espèces orthodoxes ou récalcitrantes, des bourgeons dormants, des bourgeons prélevés sur des vitroplans, etc. Donc, pour les semences récalcitrantes, la compréhension et le contrôle de la sensibilité à la dessiccation contribueront de manière significative au développement de techniques de cryoconservation améliorées pour ces espèces. Les recherches sont nettement moins avancées pour les espèces à ces semences. Cela est dû au nombre très important de ces espèces qui sont principalement sauvages et au nombre limité d'activités de recherche visant à améliorer leur conservation. Des recherches sont activement conduites par différents groupes dans le monde pour augmenter les connaissances sur les mécanismes biologiques et physiques sur lesquels est fondée la récalcitrante. Donc enfin, les techniques de cryoconservation sont suffisamment avancées pour pouvoir envisager leur utilisation immédiate en routine dans les banques de gènes. L'objectif principal de ces banques est, face à la disparition de variétés locales et à l'érosion de la diversité génétique disponible, de conserver un maximum d'échantillons afin d'avoir une représentation quasi exhaustive de la diversité biologique d'une espèce à un instant donné. La gestion de ces banques repose sur la surveillance des échantillons. Les risques les plus courants concernant la maintenance de l'eau et la régénération efficace des collections, régénération d'autant plus fréquente que la collection est à une température proche de la température ambiante. En général, les grands centres de conservation, qu'ils soient publics ou non, fonctionnent sous contrainte du budget. Celui-ci est souvent insuffisant après paiement des frais de maintenance pour financer de nouvelles opérations de collecte dans les pays en développement, voire pour régénérer et évaluer sérieusement les échantillons. Or, dans une approche économique standard, il est d'autant plus difficile de bénéficier de fonds supplémentaires que l'utilité des collections reste incertaine. Donc, nous venons de voir quelques méthodes de conservation des ressources phytogénétiques. La sélection des méthodes appropriées doit être fondée sur la nature biologique de l'espèce considérée, la faisabilité des méthodes particulières choisies, qui dépendent de la disponibilité des infrastructures adéquates, de la sécurité et la rentabilité économique apportées par leur application, et aussi il doit être fondé sur l'efficacité et le coût des différentes méthodes de conservation choisies. Donc, passons maintenant à la stratégie de conservation et de valorisation des ressources génétiques des plantes au Maroc. Quand on sait qu'une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture montre que 75% du patrimoine génétique alimentaire a disparu, il y a effectivement de quoi s'inquiéter. En 2002, le pays se dotait notamment d'une banque de gènes. Avec le soutien de la FAO, installée à Stade au Centre régional de la recherche agronomique dépendant de l'Institut national de la recherche agronomique. Cette structure
a pour mission de conserver à long terme, soit plus de 30 ans, le maximum d'espèces végétales, comestibles ou pas, présentes au Maroc. À ce jour, la banque compte plus de 47 000 accessions, donc soit des échantillons de plans d'une population particulière, sur les 60 000 qu'elle peut contenir. 400 espèces environ, en priorité des espèces utiles pour l'agriculture et endémiques au Maroc, sont donc conservées à la Banque de Stade. Un programme annuel de collecte est élaboré chaque année en fonction des espèces recherchées. Il s'agit de récupérer sur le végétal concerné un échantillon de graines arrivées à maturité. Donc les graines ainsi récupérées sont ensuite emballées sous vide avec un taux d'humidité ne dépassant pas 12% et conservées à moins 20 degrés. Donc, outre les graines ainsi conservées précieusement à Stade, le Maroc peut également compter sur des collections vivantes sur le champ. Ceci permet de conserver des spécimens d'arbres fruitiers, d'oliviers et autres végétaux dont les graines sont récalcitrantes. Sur plus de 23 domaines expérimentaux que possède l'INRA, des variétés d'oliviers, d'agrumes, de palmiers dattiers, sans oublier des arganiers et des arbustes fourragers, sont ainsi plantés pour être protégés. Enfin, une collection de légumineuses ont également droit à un espace de conservation à la banque de gènes de Stade. La production, le contrôle et la certification des semences feront l'objet de ma prochaine vidéo. Merci à tous.